beaucoup, Merci à Jean-Philippe. tous. Merci beaucoup. En fait, merci à Evelyne, Marc-Olivier et Jean-Philippe, la présentation aux organisations qui sont vraiment matures, qui ont plusieurs années, voire des décennies en opération, qui vont certainement amener des pistes de réflexion pour la plénière. Mais avant peut-être de passer en plénière, et on pourrait peut-être avoir une période de questions spécifiques pour nos trois conférenciers, soit Evelyne, Marc-Olivier ou Jean-Philippe, spécifiques à leur organisation. Donc, je vous invite à utiliser l'onglet Réaction et à indiquer par lever votre main ou baisser votre main. Donc, je viens de faire pour… donc, j'ai une première main levée et je donne la parole à Christian Beaulé de l'Université de Sherbrooke. Bonjour, merci. La question s'adresse aux deux derniers présentateurs. Au niveau de l'infrastructure de recherche qui a été installée sur vos sites, une question un peu technique, là, mais les fonds qui ont été dégagés pour faire l'acquisition de ces infrastructures-là ont été obtenus comment? Commencez, Marc-Olivier. Ah, vas-y, je vais compléter. Dans notre cas, Station Wapishka, c'est une initiative de l'organisation. C'est une co-entreprise avec le Conseil des Inuits de Pessamit. Donc, première des choses, mise de fonds de notre organisation ainsi que du Conseil des Inuits de Pessamit qu'on a complété avec les différents paliers de gouvernement et certains bailleurs de fonds privés. Alors, c'est une initiative du milieu. C'est très bottom-up comme façon de fonder une station de recherche. Ce n'est pas du tout le modèle ordinaire. Mais vraiment, là, puis j'ai passé vite, là, mais c'est un modèle de financement qui est relativement privé. Et donc, on a ajouté une composante touristique à certaines périodes de l'année pour qu'on réussisse là, à faire en sorte là, d'avoir aussi un centre de revenus qui nous permet d'entretenir les infrastructures. Puis de notre côté, là, par rapport à l'infrastructure, le Lab Usine, là, ça c'est vu que ça dessert de la recherche et développement pour les entreprises, c'est Développement économique Canada qui a été le principal bailleur de fonds. Puis on a aussi du financement privé, d'industriels privés qui a investi. Puis nous, on a investi aussi avec nos propres fonds aussi là, à l'intérieur de ça. Puis quelques programmes de financement aussi qu'on a été chercher sur des équipements précis, comme on est un OBNL. Donc, on a accès là, à des financements jusqu'à 90% là, dans certains programmes, 70% pour la majorité là, pour payer ça. Puis, comme organisme de recherche et de développement, on est reconnu dans les plans d'investissement du gouvernement du Québec pour les organismes sans but lucratif de recherche. Donc, ça aussi, ça nous ouvre la porte là, à certains programmes. Donc, on n'a pas utilisé dans ce cas-ci, mais pour les programmes PSOV, PSOV 4, là, les universités ont accès aussi. Excellent, merci. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions spécifiquement pour nos trois conférenciers? Donc, j'ai… Excuse-moi, André, j'ai eu le temps de lever ma main? Tu as levé ta main et je te reconnais officiellement. Excuse. Merci. Directeur général de la municipalité. Oui, particulièrement pour Monsieur Messier. Est-ce que les trois entités distinctes dont vous avez fait la démonstration assez bien, est-ce qu'il y a une gouvernance distincte pour chacun de ces trois entités-là pour être capable de jouer sur plusieurs tableaux en même temps au niveau des subventions, au niveau de la clientèle? Première question, donc est-ce que c'est une gouvernance intégrée ou s'il y a des entités juridiques différentes? Et en deuxième, je vais vous laisser répondre à celle-là, puis je vous peut-être une petite question après. Parfait. Bien, c'est les deux en même temps. Donc, il y a une gouvernance intégrée. Il y a un conseil d'administration de la réserve de biosphère qui a vraiment… On voyait le logo de la réserve de biosphère, puis en dessous, on voyait les différentes unités d'affaires. Donc, la réserve de biosphère a un mandat de gouvernance et un mandat aussi de répondre aux différentes obligations statutaires reliées à la désignation. Donc, il y a des évaluations périodiques, par exemple. C'est ce que j'appelle la gouvernance intégrée. Donc, il y a un seul et même conseil d'administration qui regarde l'ensemble des affaires. Et ensuite, effectivement, si on regarde les unités d'affaires spécifiquement, par exemple, la station est une incorporation distincte. Et donc, on a un conseil d'administration qui est composé de 2 membres du Conseil des Inuits de Pessamit, qui est notre partenaire, qui est notre associé, et de 2 membres du conseil d'administration de
de la RMBMU. Les autres entités, là, le bureau de projet et MU-Conseil sont à même la RMBMU. Donc, c'est un petit peu complexe, là, mais c'est en fait une réponse double, là. Il y a une gouvernance intégrée et un seul et même groupe de gens qui regardent l'ensemble des affaires, mais il y a aussi un modèle hybride de financement où on est capable de jouer sur différents tableaux non lucratifs, privés, etc. Et en deuxième volet, est-ce que votre WAPSHCA, est-ce qu'il est directement associé à une université? Parce que souvent, les unités de recherche, les groupes de recherche vont devoir, pour différentes raisons de financement ou même au niveau de la direction de la recherche, être associés à justement un chercheur et avec une université. Est-ce que c'est le cas pour WAPSHCA? On a un comité de développement de la recherche qui s'est mis en branle assez tôt dans l'histoire de la station WAPSHCA, qui nous a amené effectivement à signer un accord cadre avec l'UQAR et l'INQ. Donc, je pourrais dire là, que la station WAPSHCA est une station affiliée à l'UQAR et à l'INQ. Je pense qu'ils appellent ça une organisation territoriale. Je ne me souviens plus du vocabulaire que l'INQ utilise, là, mais bref, une affiliation claire et officielle entre nos organisations. Par la suite, il y a différents autres partenariats de recherche. Je vous ai nommé Ressources naturelles Canada, par exemple, Interact, donc avec lesquels on a d'autres accords qui n'ont pas mené à être une station affiliée, mais qui ont quand même, je n'ai pas été dans le détail des projets, là, mais des organisations qui aussi ont des projets de différents types là, autour de la station. Donc, ça va, Mathieu? J'aimerais donner la parole à Pascal Marcotte. Oui, mais pour les trois organisations, j'aimerais savoir si c'est vous qui sollicitez les chercheurs, si ce sont les chercheurs qui vous sollicitent, et si vous sollicitez, est-ce que vous mariez des chercheurs pour soit agrandir le projet de recherche ou l'intégrer ou le rediriger pour que ça serve aussi peut-être davantage à vos fins? Donc, de dire, on connaît un chercheur qui travaille sur telle autre chose, d'autres chercheurs là-dessus, est-ce qu'on peut les amener à travailler ensemble? Est-ce que vous réussissez à créer cette dynamique? Si on peut commencer peut-être par Evelyne, puis on fera le même cheminement que les présentations. En fait, historiquement, les chercheurs venaient nous voir pour venir jouer jouer à la Forêt Montmorency. Et c'est pour ça que on est en train de réfléchir à quel genre de gouvernance nous permettrait de mobiliser nous-mêmes d'autres chercheurs puis pouvoir créer des synergies, comme tu le dis. Et pour ça, ça prend des outils de coordination de la recherche. Et c'est plus difficile que ça en a l'air de coordonner des chercheurs. Et donc, est-ce qu'on voudrait être capable d'aller mobiliser des groupes de recherche spécifiques pour des axes qui nous semblent importants? Donc, on est dans les mots de croissance pour trouver les bons outils pour faire ça. Là, que peut-être les exemples des autres vont nous aider aussi. Oui, moi, il y a deux éléments de réponse. La première, je dirais qu'au fil du temps, depuis qu'on a des équipements, donc on est capable d'aller chercher des données, qu'on a notre lab usine et tout ça, là, je dirais que les demandes viennent beaucoup là, des chercheurs. Donc, on voit là, qu'il y a une augmentation de l'intérêt, là, plutôt qu'à l'époque, on était simplement positionné aux îles là, plus avec des ordinateurs, les bureaux et une connaissance terrain. Donc, on voit là, que la capacité technique là, intéresse là, de plus en plus. Puis après ça, au niveau des synergies, là, c'est sûr qu'en milieu insulaire, c'est la clé. Là, tout est dans tout, là, mais ici, c'est vraiment vrai que tout est dans tout. Puis, ce que ça fait, c'est que quand les projets viennent des institutions, de la communauté et des entreprises, nous, on agit comme gestionnaire de projet. Donc, nous, on va aller chercher à ce moment-là les bonnes unités de recherche ou les bons chercheurs qu'on a besoin pour répondre aux enjeux. Donc, on va créer notre équipe de projet. Donc là, ça, à ce moment-là, là, on va vraiment créer des mariages un peu partout. Par contre, à l'intérieur de ce groupe de projet, par contre, parfois, la demande vient d'une chaire de recherche ou d'un chercheur que lui aimerait avoir accès à je ne sais pas, certaines personnes de la communauté, certaines entreprises, certains terrains de recherche, où ce que là, on va plutôt y aller là, directement. Là. Donc, mais des fois, on a plusieurs personnes qui nous approchent, fait que des fois, on peut, sans faire des mariages, on peut essayer de provoquer des rencontres entre chercheurs qui ne se connaissent pas nécessairement non plus. Vous n'êtes pas encore Tinder, mais pas loin.
un espèce de Tinder de la recherche insulaire. Si je complète, là, pour nous, en toute franchise, pour nous, c'est un enjeu d'attirer l'intérêt de la recherche parce que, premièrement, on a fondé nous-mêmes la station, donc c'était pas sur le radar, par exemple, du Centre d'études nordiques, etc. Donc, effectivement, il a fallu faire beaucoup de promotion. Puis, si je regarde les gens qui sont anti-question, on n'est pas insulaire, mais quelque part, il y a quelque chose de similaire. Le fait d'être si éloigné, la station est à près de 400 km de moi en ce moment. C'est loin en termes d'approvisionnement, tout ça. Donc, ça prend beaucoup de volonté pour décider de faire un projet de recherche-là. Et donc, on investit beaucoup d'efforts. D'ailleurs, je vois Luciano là, qui est là, qui participe à nos efforts de développement de la recherche, qui est sur notre comité. Puis, ça fait partie des recommandations, notamment de personnes comme Luciano, d'avoir, par exemple, élaboré le guide des besoins de base en termes de recherche pour justement là, faire un pas de plus, faciliter un petit peu, semer la graine de certaines thématiques de recherche dans la communauté de chercheurs pour venir là, susciter de l'intérêt. Après ça, bien, beaucoup d'investissements en termes logistiques là, pour avoir des télécommunications, avoir un dôme, avoir ci, avoir ça. Donc, pour nous, c'est réellement quelque chose pas qui nous préoccupe, mais qui nous occupe au quotidien, de faire la démonstration de la pertinence de la station, de ce territoire-là, qui est un trou. Hein, c'est parfait pour les chercheurs conquérants. Là. Il y a un déficit en termes de connaissances scientifiques de ce territoire-là. Si vous regardez la mosaïque puis la carte des stations de recherche au Québec, là, vous allez voir qu'il y a quelque chose qui manque. Là. Puis on a fondé la station à cet endroit-là pour ça. Et on participe à un paquet d'événements. D'ailleurs, je serai à la journée de l'INQ demain pour notamment dans cet esprit-là de faire en sorte que la station Wapishka soit connue, reconnue, puis attire l'attention de la communauté de chercheurs. Alors, on n'a pas marié personne encore. Moi, personnellement, j'ai marié personne encore, mais on souhaite qu'un chercheur accroche son manteau à la station, puis décide de revenir, puis on faire un petit peu comme ça s'est vu dans d'autres stations de recherche, amorcer une collaboration sur 15-20 ans de collecte de données avec des étudiants à la maîtrise, au doctorat qui viennent à chaque été, etc., etc. On rêve à ça à la station Wapishka. Je ferais peut-être juste du pouce un peu sur ce que Jean-Philippe vient de dire. C'est un peu la même chose de notre côté. On a quand même un bon réseau, mais c'est sûr que c'est des efforts qui demandent énormément de ressources là, humaines et financières et de réseaux. Et puis, c'est sûr que on est dans le même optique et j'imagine que si Anticosti va vers ça, ben, il y aura aussi cet effort-là. Il ne faut pas sous-estimer les ressources que ça peut demander quand même là, de partir, dans notre cas, en avion, en bateau, si on veut aller dans des grandes rencontres. Avec la technologie, c'est vrai que c'est plus facilitant, mais par contre, ça a quand même ses limites là, aussi. Donc, c'est un défi que n'importe quelle organisation qui va vers ça devra trouver à sa façon une façon de relever. Peut-être un petit mot aussi, quand on avait discuté pour cette plénière-là, entre autres, Marc-Olivier avait parlé un petit peu du cycle, c'est-à-dire que la vie n'est pas un long fleuve tranquille qui coule toujours dans le même sens, il y a des soubresauts. Ça aussi, ça fait, je pense, aussi peut-être partie de vos défis c'est pas une croissance qui est régulière et linéaire. Non, c'est sûr que c'est une aventure. C'est une aventure en soi qui c'est important d'avoir des bons membres, partenaires fondateurs là, qui veulent être là pour longtemps, puis soutenir l'organisation, puis avoir un bon réseau. Là. Nous, dans notre cas, c'est l'UQAR, ici la municipalité des Îles-de-la-Madeleine, là, qui sont là depuis le début et qui soutiennent l'organisation. C'est vraiment important là, avant de lancer la machine, là, de s'assurer que les partenaires de base là, sont dans l'aventure à très long terme. Dans notre cas, ça fait depuis 2004. Donc, c'est quand même très, très important pour arriver après ça à prendre une vitesse de croisière, amener des nouveaux fonds. Donc, nous, on faisait le parallèle qu'on avait une bonne pompe qui était capable de générer beaucoup de projets, mais c'est toujours de s'assurer d'amener de l'eau à la pompe. Donc, c'est toujours là où ça se passe, dans n'importe quelle organisation ou entreprise.
Mais il ne faut pas sous-estimer ce travail-là. Il est important. Si je peux me permettre d'ajouter quelque chose là, à mon collègue Marc-Olivier, effectivement, je pense que tu touches au principal ingrédient, Marc-Olivier, de succès, là, la capacité de structurer des partenariats porteurs. En cela, Anticosti a déjà prouvé là, votre notoriété, votre capacité de justement structurer des partenariats puis aller dans le sens de vos objectifs. Clairement, pour nous aussi, ça a été un facteur déterminant. Maintenant, je tiens à le dire là, parce qu'on était au début de l'histoire. Nous, en 2001, on a incorporé en 2003, je vous faisais de la ligne du temps. Ça a commencé par du bénévolat, ça s'est poursuivi par une très petite équipe qui faisait ça les soirs, les week-ends. Aujourd'hui, si je compte dans l'ensemble de la structure, il y a une quarantaine d'employés. Si on m'avait dit en 2001, en 2003 que la RMBMU allait devenir une organisation comme ça, je ne l'aurais jamais cru. Alors, ce n'est pas un long fleuve tranquille. Par contre, la notoriété qui vient avec une désignation de l'UNESCO, puis le cadre que ça amène en termes de possibilités, fait en sorte que des régions dynamiques, puis une équipe qui va vouloir tirer le plein potentiel d'une désignation comme ça, va prospérer, grandir, puis aller chercher vraiment là, un potentiel de réalisation pour la région qui est peut-être inédit. Moi, je pense vraiment là, que la désignation de l'UNESCO a été un élément de mobilisation, un élément inspirant pour l'ensemble de la collectivité ici, qui nous a permis vraiment de mettre en place différents projets. Alors, il faut y croire, il faut voir ça sur le long terme, dans l'esprit de la structuration de partenariat, puis de toujours l'avoir ça en tête, que ça ne fonctionne pas là, une seule personne ou un petit groupe. Ça fonctionne à partir du moment où est-ce qu'il y a tout un paquet de partenaires qui se met derrière la démarche puis qui décident que c'est leur succès à eux aussi si ça fonctionne. Merci. J'aimerais prendre peut-être quelques secondes, remercier nos trois présentateurs, les remercier aussi pour cette période de questions-discussions qui est vraiment très, très appropriée. Et je pense qu'on devrait passer en plénière. Sarah, on n'a pas oublié, on va pouvoir te donner la chance de revenir avec ta question, mais j'inviterai peut-être Pascal à présider cette plénière-là.